negative response must include the adulteral duty. L'histoire commence par la fumée et les murmures de ceux qui persistent longtemps après l'extinction de l'incendie. Les domestiques du palais de Buckingham parlaient à voix basse, affirmant que l'incendie de l'aile n'était pas un accident mais une tentative délibérée d'effacer le passé. Dans ces flammes reposaient les fragiles vestiges d'un testament secret, un testament secret rédigé par la reine Élisabeth, elle-même censée contenir des instructions et des avertissements plus précis que n'importe quel décret public. Son encre contenait non seulement un legs de biens et de fonds pour assurer l'avenir de William et Kate, mais aussi un avertissement sans équivoque, Camilla ne devait jamais être autorisée à mettre en danger le trône. Cette révélation ne se contenterait pas de tacher les murs du palais de fumée, mais menacerait de démanteler la structure de la monarchie à un moment où la Grande-Bretagne était déjà aux prises avec des crises de confiance. Selon des reportages de médias comme la BBC et le Time de la Maison Royale, est soumise à une surveillance accrue en matière de transparence et de dépenses, notamment pendant les rénovations en cours du palais de Buckingham qui constituent la restauration la plus importante de l'histoire moderne. D'énormes échafaudages recouvrent le palais comme une cage d'acier, sa grandeur obscurcie par des perceuses et des marteaux, ses salles familières enveloppées de poussière et de tension. C'est dans ce contexte tendu que l'incendie se déclara tard, un soir de mars. Au début, on aurait dit du bois grelottant sous la pression, mais bientôt, l'annexe s'embrasa violemment. Une fumée noire s'échappa des couloirs, les sirènes hurlèrent et le personnel se précipita comme si le cœur de la monarchie était assiégé. L'équipe de pompiers intervint avec précision, éteignant l'incendie après 20 minutes d'angoisse. Les dégâts semblaient le contenu, mais une pièce longtemps scellée et oubliée était presque entièrement consumée. Cette pièce, s'avéra-t-il, contenait bien plus que de vieux papiers. C'était une chambre au secret délibérément cachée depuis le règne d'Élisabeth, et parmi les cendres, on croyait le testament disparu à jamais. Pourtant, les soupçons ne furent pas éteints par les flammes. Le roi Charles, assis à Clarence House le lendemain matin, pâlit en lisant le rapport. L'annexe avait toujours été un mystère, un domaine jamais abordé ouvertement. Il demanda des éclaircissements à son secrétaire, mais il n'existait aucun document officiel. Cette incertitude le rongeait. Pour un monarque déjà aux prises, avec une santé fragile, le choc de découvrir que son propre palais abritait des appartements inconnus fut accablant. Pire encore, son instinct lui murmurait que l'incendie n'était pas une coïncidence. Derrière la fumée, une intention délibérée couvait. Camilla entra cet après-midi-là, posant une main tendre sur son épaule, lui offrant du réconfort et l'exhortant à penser à sa santé, plutôt qu'au complot. Pourtant, derrière ces mots doux, son sourire dissimulé révélait une vérité que Charles ne percevait pas encore pleinement. Elle savait exactement ce qui avait été détruit. Ce n'était que le début de la tempête. Quelques jours plus tôt, Laura Lopes, la fille de Camilla, avait déjà mis les choses en branle. Avec l'aide de Marcus Reid, un entrepreneur impliqué dans les rénovations du palais, elle découvrit la chambre secrète scellée depuis des décennies. À l'intérieur, au milieu de coffres poussiéreux et de restes de soie, se trouvait l'enveloppe portant le sceau d'Élisabeth. Lorsque Laura ouvrit le testament, sa fureur fut immédiate. Pour elle, ce n'était pas un simple document, c'était une condamnation à mort pour la place de sa mère comme reine. Les mots d'Élisabeth étaient de clair, Camilla n'était pas destinée à se tenir aux côtés de Charles comme monarque. Laura et Camilla, liées par l'amour et l'ambition, décidèrent de faire disparaître le document. Leur plan était simple et impitoyable. Un incendie pourrait masquer la vérité et le chaos des travaux en cours servirait de couverture. Ce qui suivit fut un acte de désespoir déguisé en fatalité. Par une soirée pluvieuse de mars, mère et fille traversèrent les jardins capuches serrés, se glissant dans le palais tels des ombres. Munies d'un bidon d'essence et d'une clé volée, elles mirent le feu à la chambre. Les flammes consumèrent les papiers, dévorant les paroles d'Élisabeth en quelques minutes. La fumée emplit leurs poumons tandis qu'elles s'enfuyaient dans la nuit, ne laissant derrière elles que des cendres. Camilla murmura ses remerciements à Laura, les larmes mêlées à la pluie, mais un frémissement de culpabilité la saisit au cœur. Elle avait non seulement détruit un document, mais un morceau de sa propre humanité. Laura, au contraire, ne voyait que la victoire, le regard froid fixé sur l'avenir qu'elles étaient déterminées à assurer. Mais l'histoire nous a appris que le feu dissimule rarement autant que les conspirateurs l'espéraient. Les enquêtes sur les rénovations du palais avaient déjà attiré l'attention des médias. La presse britannique avait critiqué l'énorme budget de restauration de 369 millions de livres sterling, remettant en question la supervision et la responsabilité. Des journalistes de Reuters et du Guardian se sont demandé si l'incendie révélait une mauvaise gestion plus profonde, voire des conflits cachés. Pour Charles, l'incident était plus qu'une question de logistique. C'était un tourment personnel, un rappel de la prévoyance de sa mère et de la possible trahison de son épouse. Debout sur le seuil de son bureau, il serra les poings, se remémorant les conseils avisés d'Élisabeth et se demandant si elle avait même prévu cette trahison. La monarchie était censée durer, mais à cet instant, elle semblait aussi fragile que le parchemin brûlé.
Le premier chapitre de ce drame, enveloppé de flammes et de secrets, laissa la monarchie à la croisée des chemins. Le feu enterrerait-il à jamais les paroles de la reine, ou les braises de la vérité renaîtraient-elles des cendres? Cette question allait hanter Charles, entraînant des décisions susceptibles de redéfinir son mariage et la couronne elle-même. Laura Lopes, élevée dans l'ombre du scandale, portait le poids de l'ambition de sa mère comme s'il s'agissait de son propre héritage. Elle n'était pas étrangère aux moqueries dont Camilla était victime durant ses années de surveillance publique, et elle avait appris à s'adapter pour survivre dans le monde aristocratique. En tant que conservatrice d'art, Laura cultivait des liens avec l'élite londonienne, se tissant dans un réseau d'influence qui s'étendait au monde de la construction et de la politique. Lorsque les rénovations du palais commencèrent, elle vit plus que des échafaudages et de la poussière. Elle vit une opportunité. Grâce à Marcus Reid, un entrepreneur endurci par des années de contrats douteux, Laura obtint l'accès aux veines cachées du palais des couloirs que personne n'avait touché depuis des générations. Ce qui avait commencé comme une curiosité se transforma rapidement en conspiration lorsque Marcus découvrit la chambre et la lettre scellée de la main reconnaissable d'Elisabeth. La lettre, une fois ouverte sous le faisceau d'une lampe torche, transforma les ambitions de Laura et de sa mère en désespoir. Le testament d'Elisabeth était clair dans ses termes et impitoyable dans ses jugements. Propriété, succession et fonds furent attribués à William et Kate, fortifiant la jeune génération. Camilla, en revanche, fut désignée avec une clarté glaciale. Elle devait être destituée, son influence anéantie afin de protéger l'intégrité de la monarchie. Pour Laura, cette découverte constituait non seulement une trahison, mais aussi une menace pour la survie de sa famille. Camilla, qui avait enduré des décennies de critiques pour devenir reine, risquait désormais d'être effacée par une femme disparue depuis longtemps. C'est à cet instant que mère et fille s'engagèrent dans un plan qui définirait leur héritage. Le testament devait disparaître. Leur rencontre à Clarence House après la présentation du document par Laura fut chargée d'émotions. Camilla, épuisée par ses engagements publics, était assise devant un feu ardent lorsque Laura lui remit le papier. Elle le lut d'abord avec incrédulité puis avec rage. Des larmes tachèrent l'encre lorsqu'elle réalisa que le dédain d'Elisabeth l'avait suivie jusqu'à son veuvage. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement d'une attaque contre sa position, mais contre son amour pour Charles, l'homme aux côtés duquel elle s'était battue pendant des décennies. Laura observa la réaction de sa mère avec un mélange de compassion et de fermeté. Elle ne lui offrit pas de réconfort, mais une stratégie. Si le testament existait, Camilla perdrait tout. S'il brûlait, ce serait comme s'il n'avait jamais existé. Ce qui suivit fut un incendie criminel calculé destiné à se faire passer pour un malheur. Sous la pluie, ils franchirent les portes du palais, guidés par la connaissance de Marcus des entrées et des angles morts en matière de surveillance. L'essence imprégnait le bois et les tissus anciens, leur odeur se mêlant à celle de la poussière et de la moisissure. Lorsque Camilla gratta l'allumette, ses mains tremblèrent, mais sa détermination tint bon. La pièce s'embrasa en quelques instants, les flammes traversant le papier et le bois consumant les maux qui menaçaient son règne. Laura tira sa mère en sécurité et ensemble, elles disparurent dans les rues humides, croyant le danger enfoui sous la fumée. Pourtant, aucun incendie n'est jamais absolu. Les cendres laissent des traces et les traces nourrissent les soupçons. Dans les jours qui suivirent, les médias s'emparèrent de l'incendie. Les rénovations avaient déjà été critiquées pour leurs coûts exorbitants et des rumeurs de négligence ou de sabotage circulaient désormais dans la presse. Le Guardian se demandait si la surveillance avait été compromise. La BBC souligna le timing étrange de l'incendie alors que les travaux de restauration étaient en cours. À l'international, l'affaire trouva un écho, les médias étrangers spéculant sur le secret du palais, tandis que les tabloïds diffusaient des théories plus sombres sur des trésors cachés consumés par les flammes. Le public observa Buckingham, symbole de permanence, vaciller sous la pression à la fois structurelle et morale. À l'intérieur du palais, Charles s'impatientait. Des rapports lui parvenaient concernant des silhouettes furtives aperçues près de l'annexe avant l'incendie, et un serviteur de confiance murmurait que Camilla et Laura avaient été reconnues dans le brouillard de cette nuit-là. Charles, bien que réticent à y croire, ne pouvait ignorer le malaise qui l'envahissait. Il avait passé sa vie sous surveillance, mais la trahison dans ses propres murs était plus profonde que n'importe quel scandale du passé. Il entreprit de fouiller des systèmes de surveillance cachés depuis longtemps, oubliés par la plupart, installés des décennies auparavant par Elisabeth elle-même. Les images, bien que granuleuses, montrèrent des contours qui reflétaient trop fidèlement les mouvements de Camilla pour être ignorés. Cette découverte, bien qu'incomplète, aggravait son tourment. Camilla sentit le changement en lui, la froideur de son regard et la distance de son contact. Pendant des années, elle avait enduré l'étiquette d'intrus et maintenant, elle craignait que l'histoire ne se répète avec des conséquences encore plus graves. Laura, toujours pragmatique, exhorta sa mère à garder son sang-froid, à se concentrer sur la consolidation du contrôle de ses biens au cas où Charles agirait contre eux.
Désespérés, ils se tournèrent vers de puissants alliés au sein de la noblesse, leur promettant faveur et fonds en échange de leur soutien. Ces seigneurs, tentés par l'avidité et l'opportunité, acceptèrent de contribuer à obscurcir le jugement de Charles, quitte à attiser les rumeurs contre le roi lui-même. À la mi-mars, les gros titres avaient changé. De vieux scandales avaient refait surface à un moment suspect. Des fuites anonymes avaient repeint Charles dans l'ombre d'affaires depuis longtemps révolues. Les réseaux sociaux bouillonnaient de spéculations, les marchés boursiers tremblaient face à la chute des investissements royaux et les parlementaires murmuraient au sujet de l'instabilité au sommet. Camilla et Laura, œuvrant derrière des voiles d'influence, croyaient avoir inversé la tendance, masquant leurs crimes par le chaos. Mais, en réalité, elles n'avaient fait qu'aggraver les fractures. Pour chaque fausse rumeur, un fidèle serviteur prêt à défendre Charles émergeait. Pour chaque titre manipulé, les rumeurs d'une volonté détruite se faisaient plus fortes. Le pari de la mère et de la fille reposait sur le feu et la tromperie, mais le palais n'est pas un lieu où les secrets sommeillent longtemps. Les cendres des paroles de la reine continueraient de couver, attendant le moment où les vérités cachées referaient surface. Et alors, le prix de l'ambition se mesurerait non pas en couronne mais en vie brisée. Le roi Charles était assis dans la solitude de Clarence House, un monarque hanté par la fumée, les ombres et des soupçons qui persistaient. L'incendie de l'aile avait été signalé comme un accident mineur, mais la vérité le rongeait sans relâche. Il avait passé des décennies à se préparer à assumer le poids de la couronne, mais il n'avait jamais imaginé que la trahison puisse venir de ses proches. La découverte de bandes de surveillance cachées, vestige de la prévoyance prudente de la reine Élisabeth, devint son seul refuge. À la lueur tamisée d'une lampe de bureau, Charles repassait sans cesse les images granuleuses. Les images étaient des floues, mais indéniables, deux silhouettes, l'une âgée et élancée l'autre plus jeune et rapide, évoluant furtivement dans les couloirs avant que l'incendie n'éclate. Leurs silhouettes reflétaient trop parfaitement celles de Camilla et de Laura pour être ignorées. Chaque image le transperçait comme une lame, transformant sa perception de la femme qu'il avait autrefois défendue contre le mépris de toute une nation. Tandis qu'il contemplait les images vacillantes, les souvenirs de sa mère refirent en surface avec une douloureuse clarté. Élisabeth avait toujours été prudente, réfléchie, consciente des dangers extérieurs comme intérieurs. Elle avait gardé des secrets, dissimulé des vérités, et Charles se demandait maintenant si elle avait même anticipé cela. Le testament, selon les rumeurs, contenait non seulement des cadeaux pour William et Kate, mais aussi un avertissement concernant Camilla. Si c'était vrai alors, les flammes qui consumaient la chambre secrète avaient dévoré plus que du papier. Elles avaient consumé la confiance même sur laquelle son mariage était bâti. Les larmes lui montèrent aux yeux en se remémorant des années de compagnie avec Camilla, des nuits remplies de rires et de promesses murmurées en privé. Était-ce une façade, une ascension patiente vers le pouvoir masqué par la dévotion ? Le stress de cette révélation pesa lourdement sur sa santé. Charles, presque septuagénaire, luttait depuis longtemps contre des maladies qui le ralentissaient. Les médecins lui conseillaient d'éviter toute tension, mais comment un roi pouvait-il trouver le repos alors que sa maison était au bord de l'effondrement ? Des articles du Times et de Reuters soulignèrent la fragilité de la monarchie dans un contexte de scepticisme public, notamment alors que la Grande-Bretagne était aux prises avec des troubles économiques et des débats sur le rôle de la couronne dans la gouvernance moderne. L'incendie du palais, bien que de faible ampleur, devint dans la presse le symbole de fissures plus profondes au sein de l'institution. Pour Charles, il ne s'agissait plus seulement d'un devoir envers la nation, mais de la survie de l'héritage que sa mère lui avait confié. Pendant ce temps, Camilla sentait le changement. Elle remarqua l'hésitation dans les mouvements de Charles, la distance prudente dans ses paroles. Il ne lui tendait plus la main avec la chaleur à laquelle elle s'était habituée. Au repas, son regard se perdait ailleurs, son silence chargé de suspicion. La panique la saisit, non seulement la peur d'être exposée, mais aussi la peur de perdre la sécurité qu'elle avait tant lutté pour obtenir. Laura, percevant rapidement le danger, pressa sa mère d'agir avec audace. Ils devaient se protéger avant que Charles ne rassemble suffisamment de preuves pour transformer ses soupçons en actes. La stratégie qu'ils élaborèrent était audacieuse. Si Charles devenait incertain, ils l'entourèrent de scandales, le désorientant avec de faux récits brouillant la réalité. Des alliés de confiance au sein de la vieille aristocratie britannique des hommes, habitués aux privilèges et avides de profit, furent mis au courant. Camilla promit des actions des domaines et des faveurs offrant des parts de la fortune royale en échange de sa loyauté. Ensemble, ils conspirèrent pour ternir le nom du roi en racontant des aventures et des irrégularités. Bientôt, la presse britannique s'enflamma. Les gros titres suggéraient que Charles était empêtré dans des indiscrétions des années passées. Les réseaux sociaux attisèrent la situation et les spéculations se répandirent dans toute l'Europe. Bien que les preuves fussent de minces, le nuage de suspicion suffisait à ébranler les marchés et à jeter le doute sur son jugement. Pourtant, malgré chaque rumeur, des partisans du roi se tenaient à ses côtés.
Des assistants de longue date murmuraient des avertissements, des serviteurs témoins de mouvements furtifs se manifestaient avec prudence, et même des membres retraités du personnel fidèle à Élisabeth parlaient de secrets cachés dans l'enceinte du palais. Parmi eux se trouvait Emily Hargrove, une servante renvoyée des années auparavant pour avoir refusé de servir les plans de Camilla. Elle revint discrètement, apportant avec elle des bribes de la vérité qu'elle avait autrefois gardée. Sa voix tremblante, sous l'effet de l'âge, apprit à Charles qu'Élisabeth avait bel et bien caché un testament destiné à Guillaume, testament qui désignait Camilla comme un danger pour la monarchie. Pour Charles, cette confirmation fut à la fois dévastatrice et éclairante. Le courant en lui passa du chagrin à la résolution. Il comprit qu'il ne pouvait plus hésiter entre amour et devoir. La clairvoyance de sa mère, l'avenir de son fils et la survie de la monarchie exigeaient une action. Les images, les témoignages et la lettre, refaite à neuf, formaient une triade de vérité que même Camilla ne pouvait défaire. La trahison était trop profonde pour être pardonnée, les conséquences que trop graves pour être ignorées. Il ne s'agissait pas seulement d'une crise privée, mais d'un bilan constitutionnel. Les monarques sont des symboles d'endurance et pourtant, Charles se tenait là, contraint d'affronter la fragilité de la confiance au cœur de son règne. Il sentait le poids de l'histoire peser sur lui, le jugement silencieux des générations qui avaient porté la couronne avant lui. Dans le silence de son bureau, il décida que la voie à suivre serait douloureuse mais nécessaire. La trahison devait être affrontée ouvertement et la monarchie devait être préservée même au prix d'un chagrin personnel. La tempête n'était plus une question de spéculation. C'était désormais un combat entre la vérité et la tromperie, la loyauté et l'ambition, l'amour et la trahison. Le roi savait que la prochaine étape définirait son héritage. Se comporterait-il en mari s'accrochant à une affection brisée ou en monarque déterminé à préserver l'intégrité du trône? La réponse se dessinait déjà dans son cœur aussi claire que l'encre sur le testament secret de sa mère. Tandis que les murs du palais résonnaient de suspicion, le monde extérieur s'agita dans une tempête. La presse britannique, toujours avide de scandales, amplifiait chaque murmure jusqu'à le transformer en tonnerre. Du Guardian au Télégraphe, des titres remettaient en cause non seulement l'intégrité du roi Charles, mais aussi la stabilité même de la monarchie. Sur les réseaux sociaux, les accusations se multipliaient à chaque rafraîchissement d'écran, dressant le portrait d'une maison royale au bord de l'effondrement. Le palais recouvert d'échafaudages pour rénovation devint une image de fragilité, ses murs fissurés et ses cages d'acier symbolisant les fractures au sein même de la famille royale. Cette frénésie médiatique n'était pas le fruit du hasard. Conscientes que la suspicion grandissait autour d'elles, Camilla et Laura orchestrèrent une campagne pour détourner l'attention. Avec la coopération de nobles influents, des histoires furent relayées par des canaux bienveillants. De vieilles rumeurs sur la vie privée de Charles refirent surface accompagnées de preuves fabriquées sous forme de courriels et de témoignages anonymes. Aux yeux du public, l'image d'un monarque compromis commença à éclipser le mystère de l'incendie. Les actions liées aux domaines royaux et aux œuvres caritatives vacillèrent, les marchés réagissant avec nervosité à l'incertitude. Selon des rapports de Reuters et du Financial Times, les investisseurs s'inquiétèrent, craignant que l'instabilité au sommet de l'establishment britannique n'ait des répercussions politiques plus vastes. Pourtant, la stratégie de diversion comportait des risques. À l'ère de la transparence et du journalisme d'investigation, les fausses informations peuvent être démantelées aussi vite qu'elles sont construites. Des médias comme BBC News ont commencé à scruter l'afflux soudain de rumeurs, s'interrogeant sur leur timing et leur crédibilité. Des analystes d'émissions de télévision ont suggéré que les scandales semblaient presque trop opportuns, survenant précisément au moment où les questions sur l'incendie et le secret du palais atteignaient leur paroxysme. Loin d'apaiser les soupçons, ces récits les ont au contraire approfondis. Le public a commencé à se demander qui pourrait tirer profit du discrédit du roi. À Clarence House, Charles pesait chaque gros titre comme une pierre sur sa poitrine. Il reconnaissait les schémas de diffamation, une tactique aussi vieille que la monarchie elle-même, où les ennemis frappèrent souvent dans l'ombre d'une même maison. Ses conseillers le pressèrent de réagir par des déclarations publiques, mais Charles hésitait. La monarchie se nourrit de dignité et de silence, et des paroles irréfléchies pourraient affaiblir la gravité de son règne. Au lieu de cela, il rassembla discrètement des preuves, construisant un dossier avec une patience digne de sa défunte mère. Il savait qu'une révélation décisive pouvait percer le brouillard des mensonges plus efficacement que 1000 démentis. Le palais devint un théâtre où vérité et mensonge s'affrontaient quotidiennement. Camilla, d'apparence sereine, continua ses fonctions publiques, participant à des événements caritatifs et présentant l'image d'une reine dévouée. Des photos d'elle souriant aux côtés de dignitaires firent la une des journaux à scandale, renforçant son rôle de partenaire stable d'un roi prétendument chancelant. Laura, moins visible mais non moins influente, travaillait en coulisses avec des alliés de la finance et de l'aristocratie, obtenant des promesses de loyauté en échange d'un accès aux ressources royales. Ensemble, ils tissaient une toile destinée à piéger Charles avant qu'il ne puisse agir. Mais les toiles d'araignée, aussi complexes soient-elles, ne peuvent retenir le temps qui passe.
Des preuves ont commencé à surgir de nulle part. D'anciens membres du personnel licenciés lors de l'ascension de Camilla sont revenus témoigner. Une servante se souvenait des nuits passées à protéger des papiers à la demande d'Elisabeth. Une autre a raconté avoir surpris des conversations tendues entre Camilla et sa fille avant l'incendie. Ces récits, bien que circonstanciels, ont ajouté des soupçons qu'aucune rumeur ne pouvait dissiper. Ils ont rappelé au public que sous le prestige de la vie royale se cachait la fragilité et l'ambition humaine. À l'échelle internationale, l'affaire se répandit comme une traînée de poudre. Les radiodiffuseurs européens comparèrent la situation aux crises royales passées évoquant l'abdication d'Édouard VIII et les troubles qui suivirent. Al Jazeera analysa le scandale comme s'inscrivant dans un déclin plus général de la confiance envers les institutions, tandis que Deutsche Welle souligna le symbolisme tant physique que moral d'un palais en construction. Aux États-Unis, les commentateurs relièrent le scandale au débat entre monarchie et républicanisme, se demandant si la Grande-Bretagne pouvait maintenir une telle institution à l'ère moderne. Ce qui avait commencé comme un incendie intérieur menaçait désormais de devenir une affaire mondiale pour la maison de Windsor. Pour Charles, le coût personnel était immense. Les nuits s'allongeaient, tandis qu'il revoyait les images de surveillance, la correspondance et les témoignages. Sa santé vacillait sous la pression, mais sa détermination se renforçait. Il comprenait que la monarchie ne pouvait perdurer sous un nuage de tromperie. Le silence pouvait préserver les apparences, mais il rongerait les fondements mêmes qu'il avait juré de défendre. La leçon de l'histoire était claire, la dissimulation engendre l'effondrement. Il savait qu'il devait agir et vite. Fin mars, les préparatifs de la confrontation avaient commencé. Des alliés de confiance furent discrètement informés et William fut mis en confiance. Le jeune prince, irrité par la profanation des dernières paroles de sa grand-mère, devint un pilier de son soutien. Ensemble, père et fils élaborèrent un plan qui révélerait la vérité, non par la rumeur, mais par des preuves irréfutables. Ils laisseraient les propres paroles de Camilla la trahir, enregistrées et préservées au-delà de tout déni. Le décor était presque planté. La tempête médiatique avait atteint son paroxysme, l'opinion publique était divisée et la monarchie tremblait au bord de l'effondrement. Restait le moment décisif où les voiles tomberaient et où la vérité éclipserait les mensonges. Ce moment approchait avec l'inévitable aube, et ni Camilla ni Laura ne pouvaient en empêcher l'avènement. Le piège soigneusement tendu se déploya entre les murs familiers de Clarence House, un lieu qui avait longtemps servi de sanctuaire à Charles, mais qui devenait désormais le théâtre d'une trahison à démasquer. Par une journée marquée par de lourds nuages et les bruits sourds de Londres, Camilla arriva persuadée d'avoir réussi à regagner la confiance de son mari. Elle se tenait avec une élégance maîtrisée, vêtue impeccablement, confiante que ses larmes et sa vulnérabilité simulée avaient convaincu Charles de finaliser les transferts de biens en sa faveur. Elle pensait que le poids du scandale avait affaibli sa détermination, que le roi choisirait la paix plutôt que la confrontation. Ce qu'elle ignorait, c'est que chaque pas qu'elle faisait dans cette pièce la plongeait plus profondément dans un piège tendu avec la précision d'un monarque ayant hérité de la prévoyance de sa mère. Le salon avait été préparé en silence. De lourds rideaux de velours étouffèrent la lumière extérieure, projetant une faible lueur sur le parquet ciré et les meubles anciens. Sur la table en chêne se trouvaient les documents que Camilla attendait de lui. Mais la présence du prince William, caché à sa vue, attendait dans l'ombre preuves à l'appui. Charles avait choisi d'affronter non pas la colère, mais l'inéluctabilité de la vérité, et dès l'entrée de Camilla, la tension monta. Il guida la conversation avec discernement, lui rappelant des détails que personne ne pouvait connaître sans avoir pénétré dans la pièce détruite. Chaque mot agissait comme un ciseau brisant le masque qu'elle avait tenté de porter. Camilla hésita. Dans son lapsus, la vérité jaillit un aveu né de la panique et de la peur. La confirmation du rôle de Laura et de sa propre participation à la destruction du testament fut la dernière fissure qui brisa l'illusion. William émergea de sa cachette, l'expression empreinte de colère mais maîtrisée par le devoir. Il tenait l'enregistreur dont la lumière clignotante indiquait que chaque mot avait été conservé. C'était la preuve irréfutable dont son père avait besoin, non pas de rumeurs chuchotées ou de soupçons évanouis, mais la voix de Camilla elle-même condamnant ses actes. La confrontation ne se termina pas par des éclats de voix, mais par un silence plus pesant que n'importe quelle explosion. Camilla, submergée par le désespoir, fondit en larmes, s'accrochant aux vestiges d'affection qui ne pouvaient si plus la sauver. Charles déposa la lettre originale d'Élisabeth sur la table, l'encre transparaissant sous la lumière tamisée, son écriture formant un verdict posthume. La reine avait pressenti le danger et ses paroles lui conféraient désormais un jugement et un bouclier. Les conséquences au sein de la famille royale furent immédiates. L'influence de Camilla s'évapora du jour au lendemain. Les alliés qui avaient soutenu ses projets disparurent aussi vite qu'ils étaient apparus, refusant d'être souillés par des associations. Nobles et financiers, qui avaient jadis promis loyauté, revinrent sur leurs engagements, se retranchant dans le silence et le déni. Laura, autrefois audacieuse et calculatrice, disparut complètement de la scène publique, se retirant dans l'isolement à la campagne.
Pour une femme qui avait prospéré grâce aux cercles sociaux et à l'influence, sa soudaine invisibilité fut une punition en soi. Le monde aristocratique ferma ses portes et les rumeurs d'enquêtes criminelles la poursuivirent comme des ombres sous la pluie. La presse, autrefois en proie à de nombreuses spéculations, changea alors de ton. Des articles du Times et de la BBC laissèrent entendre avec réserve mais sans équivoque une rupture au sein du mariage royal. Les médias internationaux interprétèrent cette révélation à la fois comme un scandale et un symbole soulignant la fragilité des institutions lorsque la trahison personnelle les atteint. La Deutsche Welle établit des comparaisons avec les monarchies européennes confrontées à des crises internes, tandis que les analystes américains spéculaient sur les implications constitutionnelles d'une séparation formelle de Charles. La monarchie conçue comme un bastion de stabilité se retrouva au cœur de l'incertitude, son avenir étant débattu aussi bien dans les parlements que dans les cafés. Pour Charles, la décision d'agir n'a pas été prise à la légère. Il savait que le divorce marquerait son règne, rouvrirait les blessures du passé et raviverait les débats sur la pertinence de la monarchie. Mais il savait aussi que le silence face à la trahison serait bien pire. La lettre de sa mère, la détermination de son fils et sa propre conscience exigeaient la clarté. Demander le divorce n'était pas seulement une décision personnelle, mais un acte visant à protéger la couronne de l'érosion. À huis clos, des avocats préparaient les documents pour le tribunal spécial réservé aux affaires de la famille royale, garantissant la discrétion des procédures, même si le monde spéculait ouvertement. À cette époque, Charles apparaissait sombre en public, le visage marqué par l'âge et le chagrin. Il assistait à ses engagements avec une dignité tranquille, ne laissant jamais les troubles intérieurs occulter son rôle de chef d'État. Pourtant, ceux qui l'observaient attentivement voyaient le poids qu'il portait. C'était un homme tiraillé entre l'amour autrefois chéri et le devoir désormais absolu, un homme qui avait sacrifié son bonheur personnel à la stabilité d'une institution plus vieille que lui. Guillaume se tenait à ses côtés, symbole de continuité et de l'avenir sur lequel la monarchie s'appuierait. Ensemble, père et fils incarnant la résilience, un message malgré les fractures internes, la couronne survivrait. Camilla, quant à elle, connut une chute aussi dramatique que son ascension. Autrefois célébrée dans les pages mondaines, elle devint désormais une figure tragique et infâme. Son nom, autrefois associé à la résilience et à la rédemption, était prononcé avec pitié ou dédain. Dans sa solitude, elle réfléchissait aux choix qui l'avaient conduite là, des choix nourris par l'ambition et la peur. Pourtant, le remords arriva trop tard. L'histoire implacable dans son jugement avait déjà inscrit sa chute dans ses pages. Le rideau sur cette confrontation ne se retira pas sur un triomphe, mais sur un lourd silence. Ce ne fut pas une victoire personnelle pour Charles car il avait perdu la femme qu'il aimait profondément. Ce fut une victoire uniquement pour la monarchie préservée par le sacrifice. L'héritage de la reine Élisabeth gravé à l'encre et protégé par la vigilance avait prévalu. Le prix cependant se mesurait en cœur brisé et en confiance brisée. La décision fut annoncée discrètement mais son écho retentit en Grande-Bretagne et au-delà. Le roi Charles avait demandé le divorce auprès de la Cour royale spéciale, l'organisme créé pour gérer les affaires familiales les plus graves de la dynastie Windsor. Le document lui-même resta secret, mais son existence était impossible à dissimuler. En quelques heures, de grands médias du Times à la BBC titrèrent sur l'échec du mariage royal. Les chaînes étrangères amplifièrent l'histoire, la présentant comme un nouveau chapitre de la longue et tumultueuse histoire de la monarchie. Pour beaucoup, c'était choquant, mais inévitable, la conclusion naturelle de mois de rumeurs, de conflits et de trahisons. À l'intérieur du palais de Buckingham, l'atmosphère changea du jour au lendemain. Le personnel qui s'inclinait autrefois avec respect devant Camilla évita désormais son regard. Ses alliés s'évanouirent et la grandeur de sa position s'évanouit comme une brume au soleil matinal. Elle demeura physiquement dans ses appartements, mais spirituellement exilée, sa présence importune dans les couloirs qu'elle commandait autrefois avec assurance. Laura, sa fille et complice de la conspiration, se retira dans le Wiltshire à l'abri des paparazzis et du scandale. Pour elle, le châtiment ne fut pas seulement l'isolement, mais aussi la conscience d'avoir précipité la ruine de sa mère. Le silence de la haute société était absolu, les portes qui s'étaient ouvertes avec empressement se refermaient désormais définitivement. Charles, bien que résolu, n'en était pas indemne. La souffrance de la trahison laissa des marques visibles sur son visage, creusant les rides dues à l'âge et à l'inquiétude. Sa santé déjà fragile souffrit sous le poids de décisions qu'aucun homme ne devrait prendre à la légère. Pourtant, il apparaissait en public avec une dignité tranquille, assistant aux cérémonies et aux fonctions officielles aux côtés de Guillaume. Dans ces apparitions, le symbolisme était indéniable, la monarchie avait été blessée mais pas détruite, et l'avenir serait assuré pour la génération suivante. Kate, calme et posée, se tenait aux côtés de son époux incarnant la continuité et la résilience. Ensemble, ils rassuraient une nation inquiète de la stabilité de son institution la plus durable. Les réactions internationales ont été partagées. En Europe, certains commentateurs ont présenté le divorce comme le signe d'une monarchie moderne s'adaptant à la réalité, tandis que d'autres ont mis en garde contre une dangereuse instabilité au cœur d'un symbole constitutionnel.
Aux États-Unis, les chaînes de télévision ont lié l'événement à des débats plus larges sur le régime héréditaire et sa pertinence dans un siècle marqué par la démocratie et la responsabilité. Reuters a souligné les conséquences financières, notant les fluctuations des marchés liés aux domaines royaux et aux fondations caritatives. Al Jazeera a présenté l'affaire comme emblématique de la perte de confiance dans les institutions mondiales, soulignant qu'un scandale personnel pouvait déstabiliser même les couronnes les plus emblématiques. Pour l'opinion publique britannique, les réactions furent de complexes. La sympathie pour Charles grandit parmi ceux qui admiraient sa détermination à privilégier le devoir à l'affection personnelle. D'autres, en revanche, voyaient dans ce divorce le reflet des scandales passés qui hantaient à la famille depuis l'époque d'Édouard VIII et de la princesse Diana. Les sondages suggéraient une hausse du soutien à William et Kate, dont l'image de stabilité contrastait fortement avec les troubles entourant Charles et Camilla. La monarchie, bien que meurtrie, trouva un nouvel ancrage dans la jeune génération. La vie de Camilla sombra dans une tragédie silencieuse. Déchue de sa position et de ses titres, elle devint un fantôme dans le palais où elle avait autrefois régné. Ses jours furent rythmés par la solitude, ses nuits par les souvenirs agités d'un amour réduit en cendres. Elle repensa souvent à ses choix des premiers taux murmures de complot à l'allumette qui avaient allumé les flammes. L'ambition lui avait donné la couronne, mais elle lui avait aussi tout pris. L'histoire se souviendrait d'elle non pas comme la compagne qui avait soutenu Charles dans les épreuves, mais comme celle qui avait détruit son propre héritage par le feu. Charles, dans ses moments de solitude, lisait et relisait la lettre de sa mère, son testament final qui avait survécu malgré les tentatives d'effacement. Ces mots renforçaient sa détermination, lui rappelant les sacrifices consentis par Élisabeth pour préserver l'intégrité de la monarchie. Il comprenait désormais plus que jamais que son règne n'était pas une question de bonheur personnel, mais de continuité et de laisser derrière lui une institution suffisamment forte pour perdurer au-delà de sa propre vie. Cette connaissance lui apportait à la fois tristesse et paix. Au fil des semaines, le palais de Buckingham était enveloppé d'échafaudages symboles physiques, à la fois de dommages et de renouveau. Tandis que les murs étaient réparés, la monarchie s'efforçait de rétablir la confiance. Les cérémonies se poursuivaient, les soldats défilaient et les drapeaux flottaient, mais sous cette grandeur se cachait la leçon que même les couronnes reposent sur des fondations fragiles. La trahison de Camilla et Laura restera une cicatrice, mais elle devint aussi un avertissement gravé dans la mémoire royale. La monarchie avait survécu à une nouvelle tempête non sans coup. Elle avait perduré parce que Charles avait choisi de sacrifier ses liens personnels au nom d'une institution plus ancienne que lui. Elle avait perduré parce que William et Kate s'étaient présentés comme un avenir stable. Et elle avait perduré parce que le public, malgré son cynisme, considérait toujours la couronne comme un symbole d'unité en ces temps incertains. L'histoire de trahison et de feu a peut-être pris fin avec le divorce, mais ses échos resteront dans l'histoire, rappelant aux générations futures que le pouvoir n'est jamais à l'abri de l'ambition et que la confiance, une fois brûlée, ne se rétablit pas facilement. La monarchie sortira-t-elle renforcée de cette épreuve, ou la fissure révélée par le feu a-t-elle marqué le début d'un lent déclin? La réponse ne repose pas seulement sur Charles, mais sur ceux qui hériteront de la couronne qu'il a si péniblement